J'ai organisé Thanksgiving pendant 5 ans. Cette année, je les ai ignorés. La notification de ma sonnette Ring a retenti sur mon téléphone à 13h15. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé la vidéo. J'ai juste pris une autre gorgée de mon whisky single mild scotch de 18 ans d'âge, ajusté la température du jacuzzi et contemplé les sommets enneigés des Rocheuses du Colorado. L'air était vif, silencieux et embaumait les aiguilles de pin, un contraste saisissant avec l'odeur de guimauve grillé et de sueur qui caractérisait habituellement mon 4e jeudi de novembre. À 13h17, mon téléphone a vibré. Un texto de ma tante Brenda. « Michael, tu es sous la douche? Ça fait 5 minutes qu'on sonne. » Le gratin refroidit. À 13h20, un texto de mon cousin Tyler. « Mec, la porte est fermée à clé. T'aurais pas une clé cachée? Au fait, j'ai ramené 6 de mes potes de la fraternité. J'espère que ça te dérange. » Il fallait absolument qu'on regarde le match. À 13h25, un appel de ma mère. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas sous la douche. Je n'étais pas au magasin à acheter de la glace à la dernière minute. J'étais à 3200 km de là, dans un chalet de location qui m'avait coûté moins cher pour toute la semaine que les courses que j'avais faites après le désastre de l'année dernière. Pour comprendre pourquoi ma famille grelottait sur le perron de ma maison dans la banlieue de Chicago, pendant que je regardais un Eagle Cirque de Mountain Peak, il faut remonter exactement 365 jours en arrière. J'ai toujours été la responsable, l'organisatrice, celle qui a un emploi stable dans la logistique, la maison avec un grand espace ouvert et le genre de personne qui a du mal à décevoir les autres. Ces 5 dernières années, un peu par défaut, je suis devenue l'hôtesse du Thanksgiving de la famille Collins. Au début, c'était simple, mes parents, mes frères et sœurs, quelques invités de dernière minute, mais comme un champignon, ça a pris de l'ampleur. L'an dernier, l'effectif devait être de 14 personnes. Mercredi soir, il avait explosé pour atteindre 22. Oh, Michael, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ma mère m'avait dit au téléphone 2 jours auparavant. Le beau-fils de tante Linda est en ville et il n'a nulle part où aller. Et oncle Jerry veut amener son nouvel ami. On ne peut pas dire non à la famille. Impossible de dire non. C'était mon défaut. J'ai pris mon mercredi de congé. Je me suis levé à 5 heures du matin pour faire mariner une dinde de 11 kg. J'ai passé 6 heures à couper des légumes, à préparer la farce maison. Tante Brenda prétend que les farces industrielles lui donnent des migraines et a épluché 5 kg de pommes de terre jusqu'à avoir des crampes aux mains. J'ai dépensé 1400 $ chez Whole Foods et Costco. J'ai acheté du bon vin parce que je voulais être une bonne hôtesse. J'ai acheté la bière artisanale que Tyler aimait. J'ai acheté 3 sortes de tartes différentes parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord sur la tarte à la citrouille ou aux noix de pécan. J'ai mis le couvert avec la belle vaisselle. J'ai repassé les nappes. J'ai créé une playlist Spotify de jazz inoffensif. Et puis, les sauterelles sont arrivées. Oncle Jerry est arrivé le premier, déjà 3 ans. Après avoir bu plusieurs bières, il entra dans mon salon fraîchement aspiré, les bottes pleines de boue. « Mikey !» hurla-t-il en me tapant dans le dos si fort que j'en ai fait claquer les dents. « L'appartement est super. Où est la télécommande? Il y a le match des Lions. » Il ne me demanda pas si j'avais besoin d'aide. Il ne proposa pas de prendre un manteau. Il s'assit sur mon canapé d'angle blanc, posa ses pieds sur la table basse et monta le son à fond. Puis arrivèrent les cousins. Tyler, qui avait 26 ans mais se comportait comme un gamin de 16 ans, était accompagné de sa bande. Je l'attendais seul. Il entra avec 3 amis que je n'avais jamais vus, dont aucun n'avait même apporté un paquet de chips. « Salut Mike !» dit Tyler en se dirigeant droit vers la glacière que j'avais installée. « On squatte ici ce soir. »« Cool. On va boire un verre plus tard. »« Tyler, je n'ai pas assez de lit, dis-je en tenant un plateau d'amuse-gueule. »« Peu importe. Le sol est bien comme ça, » marmonna-t-il en ouvrant une bière que j'avais achetée pour le dîner. À 15 heures, ma maison était un champ de bataille. Le bruit était assourdissant. La cuisine, mon havre de paix, était envahie de gens qui, loin d'être utiles, gênaient tout. Tante Brenda était penchée au-dessus des fourneaux, soulevant les couvercles. « Tu utilises du beurre salé ?» demanda-t-elle en grimaçant comme si elle sentait les égouts. « Je te l'ai dit, Michael. Je fais attention à ma consommation de sodium. Et c'est de la sauge? Tu sais que la sauge donne des gaz à gérer. C'est de la farce, Brenda, dis-je en essayant de garder un ton neutre tout en badigeonnant la volaille. Il y a de la sauge dedans. Bon, je suppose que je vais me contenter de la salade, soupira-t-elle, martyre de sa propre difficulté. Le dîner fut servi à 17 heures. J'avais parfaitement calculé mon coût. La dinde était dorée à souhait,
un chef-d'œuvre de Norman Rockwell. Je la découpais en bouts de table, trempé de sueur dans ma chemise. À table, cria quelqu'un. Personne ne m'attendit. Je m'assis au bout de la table sur une chaise pliante, faute de place assise. Je contemplais le festin. 1400 $ de nourriture. 22 personnes. Et là, les discussions politiques commencèrent. Un cliché, certes, mais pour une raison. Oncle Jerry, enhardi par le vin, se lança dans un monologue sur l'économie catastrophique et la jeunesse d'aujourd'hui. Ma sœur Sarah, professeure de sociologie, mordit à l'hameçon. C'est factuellement incorrect, Jerry, rétorqua-t-elle sèchement. Des faits? Jerry éclata de rire, éparpillant des miettes de mon pain de maïs maison sur la table. Je vais te parler de faits. Pendant l'heure qui suivit, je n'ai pas mangé. Je les ai regardés se crier dessus à propos de la purée que j'avais préparée moi-même. J'ai vu les amis de Tyler se servir de leurs doigts pour lécher la sauce. J'ai vu ma mère se recroqueviller dans son fauteuil, souriant nerveusement et disant « Profitons sans rien faire pour arrêter ce chaos ». J'ai vu tante Brenda picorer la dinde, murmurer à sa voisine qu'elle était sèche et repousser son assiette. À 19 heures, il n'y avait plus rien à manger. La carcasse de la dinde trônait sur le plat, telle une scène de crime. Qui est prêt pour le dessert? A lancé maman d'une voix enjouée. Ils ont mangé les tartes, ils ont bu le café. Et puis, la digestion s'est installée. La torpeur digestive collective. Un par un, ils ont rejoint le salon. Je vais juste fermer les yeux une minute, a dit oncle Jerry. Super repas, Mike, a dit Tyler en rotant. On va jouer aux jeux vidéo au sous-sol. J'ai mal au dos, a annoncé tante Brenda. J'avais besoin de m'allonger. À 20h30, la maison était calme, hormis les ronflements du salon et les cris des joueurs de jeux vidéo au sous-sol. Je me tenais dans la cuisine. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Toutes les surfaces étaient couvertes de graisse, de taches de vin ou d'assiettes empilées, de casseroles avec des restes de nourriture incrustés, de verres à vin tachés de rouge à lèvres. Le sol était collant. La poubelle débordait. J'ai regardé l'évier. Il était plein. J'ai attendu. J'ai lavé quelques casseroles en faisant du bruit, espérant que quelqu'un, n'importe qui, vienne. Hé, Mike, laisse-moi sécher. Hé, Mike, assieds-toi. On va y arriver. Une demi-heure passa. Rien. Je suis entré dans le salon. Mon père dormait. Ma mère faisait défiler son iPad. Oncle Jerry regardait le football. Ai-je dit, je vais commencer à ranger. On aurait bien besoin d'un coup de main. Oncle Jerry ne quittait pas la télé des yeux. Dans un instant, Mikey, 4e quart-temps. Action décisive. Maman leva les yeux. Oh, chérie, garde ça pour demain. On est tous tellement rassasiés. C'était un repas tellement copieux. Je ne peux pas attendre demain, dis-je. La nourriture se gâte et je travaille vendredi. Fais tremper les casseroles, marmonna tante Brenda depuis son fauteuil. Je suis retourné à la cuisine. Je suis resté là un long moment, à contempler le reflet de mon visage fatigué et furieux dans la vitre sombre. J'ai tout nettoyé. Ça m'a pris 4 heures. J'ai gratté les assiettes. J'ai rempli et vidé le lave-vaisselle 3 fois. J'ai frotté les plans de travail. J'ai sorti 6 sacs poubelles. J'ai lavé le sol. À 00h30, j'ai enfin terminé. J'avais un mal de dos terrible. Mes pieds étaient enflés. Je suis allé au salon éteindre la lumière. Tyler remontait du sous-sol pour un verre d'eau. « Salut Mike », dit-il en observant la cuisine étincelante. « C'est beau. Dis, l'année prochaine, on pourrait faire une dinde frite? J'ai vu une vidéo sur TikTok. Ça a l'air bien meilleur que rôti. » Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un grand bruit. C'était une fissure, une micro-fissure, au plus profond de mon âme. « Ouais », dis-je d'une voix rauque. « On verra. »« Cool », dit-il. « Bonne nuit. » Le lendemain matin, vendredi noir, ils étaient tous partis. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils m'ont tapoté l'épaule. « Le meilleur Thanksgiving de tous les temps », dit l'oncle Jerry. « À l'année prochaine, même heure, hein? C'est la tradition. »« On verra », répétai-je. Mais je le savais déjà en les voyant s'éloigner dans la rue, me laissant avec une facture d'électricité de 400 $ et une tache sur la moquette indélébile. Je savais que la tradition n'était que pure pression des morts, entretenue par les vivants trop paresseux pour cuisiner. J'ai commencé à élaborer mon plan en juillet. Je ne voulais pas faire de vagues. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais être dans les règles. J'ai envoyé un courriel. Objet, mise à jour Thanksgiving 2024. Je l'ai envoyé au groupe familial, celui-là même où ils partageaient des mèmes,
des diatribes politiques et des demandes de dons. Le courriel était court. Bonjour à tous, je vous informe simplement que je serai en déplacement professionnel et personnel en novembre. Je ne recevrai pas pour Thanksgiving cette année. Veuillez prendre vos dispositions en conséquence. Salut Michael. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'attendais les réactions. J'attendais les coups de fil. Mais rien. Pourquoi? Parce que personne dans ma famille ne lit ce qui ne lui fait pas plaisir immédiatement. Ils ont vu l'objet, ont supposé que je coordonnais simplement qui apportait la glace et l'ont archivé. Ou alors ils l'ont ouvert, parcouru rapidement et oublié, car novembre était encore loin. J'ai envoyé un rappel en septembre. Même silence. J'ai envoyé un dernier rappel le 1er novembre. Juste un rappel, je serai à l'étranger du 20 au 30 novembre. La maison sera fermée à clé. Ma mère a répondu à celui-ci, mais elle ne l'a pas lu. Elle a répondu, « C'est gentil, chérie. Oh, rappelle-moi de te dire que tante Brenda est intolérante au gluten maintenant, donc il nous faut une farce à base de riz cette année. » Elle a vu le courriel. Elle a juste ignoré la réalité qui ne lui plaisait pas. Elle a supposé, comme toujours, que Michael trouverait une solution. Michael cède toujours. Michael est le bon fils. J'ai réservé le chalet. J'ai réservé le vol. J'ai configuré la réponse automatique sur mon mail pro. Et me voilà. Mon téléphone vibrait encore. J'ai fini par décrocher. La notification Ring montrait un groupe de personnes sur le pas de ma porte. Oncle Jerry frappait à la porte à coups de poing. « Mike, ouvre cette foutue porte. Il fait un froid de canard. » Tante Brenda regardait par la fenêtre. Les lumières étaient éteintes. Les meubles étaient recouverts de draps. « Il est mort? »« Il n'est pas mort ?» dit Tyler en regardant son téléphone. « Le partage de position, hein? Attends, il a désactivé. » J'ai ouvert l'appli Ring. J'ai appuyé sur le bouton « Parler ». Ma voix a retenti du petit haut-parleur de la sonnette. Faible, mais clair. « Bonjour tout le monde. » Ils ont tous sursauté. Oncle Jerry a regardé autour de lui, paniqué. « Mike, où es-tu? Ouvre la porte. »« Je ne suis pas là, Jerry, » ai-je dit calmement. « Je suis dans le Colorado. »« Le Colorado? Le Colorado ?» a hurlé maman en se plaçant devant la caméra. Son visage était déformé par l'objectif fiché. « Que fais-tu au Colorado? »« C'est Thanksgiving. »« Je sais. » ai-je répondu. « Je vous ai envoyé des emails en juillet, septembre et novembre. Je vous ai dit que je ne recevais pas. On a cru que vous plaisantiez. » Maman sanglota. « Qui plaisante à propos de Thanksgiving? » Je ne plaisantais pas. Je vous ai dit que je voyageais. « Mais la dinde » hurla tante Brenda. « On n'a rien apporté à manger. On pensait que vous cuisiniez. »« Je sais, dis-je. C'est pour ça que je ne suis pas là. »« C'est égoïste, » cria Tyler. « On a fait 2 heures de route. J'ai des fûts dans le camion. Il y a un Denny Spray de L94, suggérai-je. Ils sont ouverts jusqu'à 16 heures. On ne peut pas faire ça à la famille. Rugit oncle Jerry. Vous êtes en train de gâcher la tradition. » La tradition, dis-je d'une voix plus dure. C'était que je dépense $2000 en 3 jours de travail pour que vous traitiez ma maison comme un bouge et que vous critiquiez ma cuisine. Cette tradition est terminée. Michael, s'il te plaît, maman pleurait maintenant. Les vraies larmes paniquées d'une femme qui réalisait qu'elle devait recevoir. Reviens. On t'attend. À quelle heure atterrit ton vol? Je ne rentre pas, maman. Je reste ici toute la semaine. J'ai un steak. J'ai une bouteille de scotch et le silence. Je vais casser cette fenêtre, menaça l'oncle Jerry. Si tu le fais, dis-je, le système de sécurité appellera automatiquement la police. Et comme je ne suis pas là pour vérifier que tu es bien un invité, ils t'arrêteront pour effraction. Les caméras filment Jerry. Souris. Jerry se figea. Il regarda la caméra avec une haine pure. Espèce de fils de Mike, cracha-t-il. Je suis le fils de quelqu'un qui est en train de manger une entrecôte saignante, corrigeai-je. Joyeux Thanksgiving. Je coupais la connexion. Je désactivais les alertes de mouvement. J'éteignis complètement le téléphone. Je retournai dans la cuisine du chalet. Elle était petite et rustique. Le comptoir était en bois de Ruffune. Sur le comptoir trônait mon dîner, une entrecôte wagyu de 450 grammes, une pomme de terre au four garnie de tous les ingrédients, une simple salade de roquettes et de parmesan. Temps de préparation, 20 minutes. Coût total, $65. Nombre total de plantes, 0. J'ai cuit le steak dans une poêle en fonte. L'odeur du romarin et de l'ail embaumait la cabine. C'était enivrant. Je me suis assis à la petite table près de la fenêtre.
Pas de chaise pliante, pas de cris, pas de politique. J'ai pris une bouchée du steak. Il fondait dans la bouche. Un goût de liberté. J'ai pensé à eux. Je les imaginais assis dans leur voiture, se disputant pour savoir qui était responsable. Je les imaginais en route pour un fast-food ou peut-être cherchant désespérément un supermarché ouvert, achetant des poulets rôtis et les mangeant dans des assiettes en carton dans la cuisine exiguë de mes parents. J'ai ressenti une pointe d'angoisse. De la culpabilité. J'ai analysé cette sensation. Je l'ai sondée comme une langue effleurant une dent qui bouge. Non, ce n'était pas de la culpabilité. C'était dommage. Dommage qu'ils aient tellement dépendu de ma soumission qu'ils n'aient pas pris la peine d'apprendre à se débrouiller seuls. Dommage qu'ils ne puissent apprécier leur compagnie mutuelle sans un bouc émissaire. J'ai fini mon steak. J'ai lavé mon unique assiette, ma seule fourchette et mon unique couteau. 30 secondes. Je me suis versé un autre verre de scotch et je suis retourné au jacuzzi. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel de violet et d'orange. L'air se rafraîchissait, mais l'eau était chaude. J'ai appuyé ma tête contre le dossier et fermé les yeux. L'année suivante, j'ai décidé de ne pas aller au Colorado. J'irai plus loin, peut-être au Japon. J'avais entendu dire que les couleurs d'automne à Kyoto étaient spectaculaires et je n'enverrai pas de courriel. Je ne préviendrai pas. J'irai simplement. Car enfin, après 30 ans, j'avais compris que la seule personne envers qui je devais être reconnaissant était celle qui avait enfin pris ma défense.